Chaque seconde qui passe, votre cerveau traite 11 millions de bits d'informations. 11 millions. Mais voici ce qui devrait vous glacer le sang. Vous n'en percevez consciemment que 40. 40 bits sur 11 millions. Cela signifie que 99,99% de votre réalité est filtrée, supprimée, ignorée par votre conscience. Exactement comme un ordinateur qui n'affiche que les pixels visibles à l'écran pour économiser de la puissance de calcul. Exactement comme un jeu vidéo qui ne génère que ce que le joueur peut voir. Et si ce n'était pas une métaphore ? Et si c'était littéralement ce qui se passe ? En 2003, un philosophe de l'université d'Oxford nommé Nick Bostrom a publié un article qui a fait trembler les fondations de la physique théorique. Pas à cause de nouvelles équations, pas à cause d'expériences révolutionnaires, mais à cause d'un simple argument logique qui démontrait que nous avons au moins 20% de chances de vivre dans une simulation informatique. 20%. 1 sur 5. Les mêmes probabilités que de tirer un as dans un jeu de cartes. Sauf que l'enjeu n'est pas une partie de poker, mais la nature même de votre existence. Bostrom n'était pas un illuminé. Professeur à la prestigieuse Faculty of Philosophy d'Oxford, directeur du Future of Humanity Institute, ses travaux sont cités dans plus de 4000 publications scientifiques. Et son argument était d'une simplicité terrifiante. Si une civilisation technologique survit assez longtemps, elle développera inévitablement la capacité de créer des simulations d'univers entiers, peuplés de consciences artificielles qui ne sauront jamais qu'elles sont simulées. Et si c'est possible, alors le nombre d'univers simulés dépassera astronomiquement le nombre d'univers réels. Ce qui signifie que statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans une simulation que dans la réalité de base. Mais les philosophes débattent depuis des siècles de questions impossibles à trancher. Ce qui rend l'hypothèse de la simulation différente, ce qui la transforme d'une curiosité philosophique en une possibilité scientifique légitime, ce sont les preuves. Pas des preuves définitives bien sûr, mais des anomalies, des bizarreries dans le tissu même de notre réalité qui ressemblent étrangement à des bugs, à des limitations techniques, à des raccourcis de programmation. 3 anomalies en particulier. 3 glitches dans la matrice qui suggèrent que notre univers pourrait être du code informatique déguisé en réalité physique. La première anomalie concerne les constantes fondamentales de l'univers. Vous savez, ces nombres mystérieux qui déterminent la force de la gravité, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point ces nombres sont précis. Pas précis dans le sens où nous les connaissons avec exactitude. Précis dans le sens où ils sont réglés avec une finesse absolument hallucinante pour permettre l'existence de la vie. Prenez la constante de structure fine. C'est un nombre sans dimension, environ 1 divisé par 137, qui détermine la force de l'interaction électromagnétique. Si ce nombre était différent de seulement 4%, les étoiles ne pourraient pas produire de carbone. Pas de carbone, pas de vie organique. 4%. C'est comme régler le volume de votre chaîne stéréo. Un cran de trop, et l'univers devient stérile. Ou considérez la constante cosmologique, cette force mystérieuse qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Les calculs de la théorie quantique des champs prédisent qu'elle devrait être 10 puissance 120 fois plus grande que ce qu'elle est réellement. 10 puissance 120. C'est un 1 suivi de 120 zéros. Pour vous donner une idée de ce nombre, il y a environ 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable. La constante cosmologique est réglée avec une précision qui fait ressembler le nombre d'atomes dans l'univers à une approximation grossière. En 1974, le physicien Brandon Carter de l'Observatoire de Paris a été le premier à formaliser ce qu'on appelle maintenant le principe anthropique. Son argument était simple mais troublant. Nous observons ces valeurs précises, non pas parce qu'elles sont probables, mais parce que si elles étaient différentes, nous ne serions pas là pour les observer. C'est un raisonnement circulaire qui met mal à l'aise la plupart des physiciens, parce qu'il suggère que l'univers est réglé pour nous, ou plutôt que nous existons dans un univers parmi d'innombrables autres, et que seuls les univers avec les bonnes constantes peuvent produire des observateurs. Mais voici où cela devient vraiment étrange. Imaginez que vous êtes un programmeur
et que vous voulez créer une simulation d'univers capable de générer de la vie intelligente. Vous ne pouvez pas simplement lancer des dés et espérer que les bonnes valeurs apparaissent. Les probabilités sont astronomiquement faibles. Non, vous devriez faire exactement ce que nous observons. Régler manuellement les paramètres avec une précision extrême. Vous créeriez un fichier de configuration avec des constantes soigneusement choisies. Exactement comme les développeurs de jeux vidéo ajustent la gravité, la friction, la vitesse des personnages dans leur moteur physique. En 2016, une équipe de l'Université de Washington, dirigée par le physicien Martin Savage, a proposé une expérience pour tester l'hypothèse de la simulation. Leur idée était brillante. Si notre univers est simulé sur une grille tridimensionnelle, comme les pixels d'un écran mais en 3 dimensions, alors les rayons cosmiques de très haute énergie devraient montrer des patterns spécifiques, des asymétries directionnelles causées par la structure sous-jacente de la grille. Ils n'ont pas trouvé ces patterns. Mais comme Savage l'a lui-même admis, cela ne prouve rien. Une simulation suffisamment sophistiquée pourrait utiliser une grille si fine que nous n'aurions aucun moyen de la détecter avec notre technologie actuelle. Ce qui nous amène à la deuxième anomalie. Et celle-ci est encore plus troublante parce qu'elle concerne la limite absolue de notre univers, la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager dans notre univers. Rien ne peut aller plus vite. Pas les particules, pas l'énergie, pas l'information. C'est une loi absolue, gravée dans les équations d'Einstein depuis 1905. Mais pourquoi ? Pourquoi l'univers impose-t-il une limite de vitesse ? La réponse standard de la relativité restreinte est élégante. À mesure qu'un objet accélère, sa masse augmente, et il faudrait une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Mais cette explication décrit le phénomène sans vraiment l'expliquer. Elle ne répond pas à la question fondamentale. Pourquoi l'univers est-il construit de cette façon ? Maintenant, considérez ceci d'un point de vue computationnel. Si vous simulez un univers, vous avez un problème majeur, la puissance de calcul. Chaque particule qui interagit avec une autre nécessite des calculs. Chaque photon qui voyage nécessite que vous mettiez à jour sa position. Et si les particules pouvaient voyager à n'importe quelle vitesse, instantanément d'un bout de l'univers à l'autre, vous devriez calculer toutes les interactions possibles simultanément. Ce serait computationnellement impossible, même pour un ordinateur incroyablement puissant. Mais si vous imposez une limite de vitesse, vous créez quelque chose de magique, la causalité locale. Les événements ne peuvent influencer que leur voisinage immédiat. Vous n'avez pas besoin de calculer ce qui se passe à 100 milliards d'années-lumière quand un électron change d'état ici. Vous pouvez diviser l'univers en régions causalement déconnectées et les calculer séparément. C'est exactement ce que font les développeurs de jeux vidéo avec le culling spatial. Ils ne calculent que ce qui est proche du joueur. En 2012, le physicien Silas Bean de l'université de Bonn a publié un article fascinant dans lequel il suggérait que la limite de la vitesse de la lumière pourrait être une contrainte computationnelle. Pas une loi physique fondamentale, mais une limitation technique. Comme la fréquence de rafraîchissement d'un écran. Votre moniteur ne peut afficher que 60 images par seconde, non pas parce que c'est une loi de la nature, mais parce que c'est une limite de l'électronique. Et si la vitesse de la lumière était la fréquence de rafraîchissement de l'univers ? Cette idée devient encore plus troublante quand vous considérez la dilatation du temps. Selon la relativité, le temps ralentit pour les objets qui se déplacent rapidement. Un astronaute voyageant à 90% de la vitesse de la lumière vieillirait 2 fois moins vite que quelqu'un resté sur Terre. C'est prouvé, mesuré, indiscutable. Mais d'un point de vue computationnel, cela ressemble étrangement à une optimisation. Si vous simulez un objet qui se déplace rapidement, vous pouvez réduire sa fréquence de mise à jour sans que personne ne s'en aperçoive. Moins de calculs, même résultat apparent. Et puis il y a l'horizon cosmique. À cause de l'expansion de l'univers et de la limite de la vitesse de la lumière, il existe une distance au-delà de laquelle nous ne pourrons jamais voir, jamais atteindre, jamais interagir. C'est comme si l'univers avait une distance de rendu maximale. Exactement comme dans un jeu vidéo où le brouillard cache les objets lointains pour économiser de la puissance graphique. Coïncidence ? Peut-être.
Ou peut-être que l'univers n'a pas besoin de simuler ce que personne ne peut observer. Mais la troisième anomalie est peut-être la plus révélatrice de toutes, et elle concerne la nature même de l'énergie et de la matière. En 1900, un physicien allemand nommé Max Planck a fait une découverte qui allait bouleverser toute la physique. Il étudiait le rayonnement des corps chauds, un problème apparemment banal, quand il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. L'énergie ne peut pas être divisée indéfiniment. Elle vient en paquets discrets, en quanta. C'était comme découvrir que l'eau n'est pas vraiment continue, mais composée de molécules individuelles. Cette découverte a donné naissance à la mécanique quantique, et avec elle, à une révélation troublante. À l'échelle la plus fondamentale, l'univers n'est pas continu. Il est pixelisé. L'énergie vient en unités discrètes. La position et la quantité de mouvement ne peuvent pas être connues simultanément avec une précision arbitraire. Même l'espace et le temps, selon certaines théories de la gravité quantique, pourraient être quantifiés à l'échelle de Planck. 10 puissance moins 35 mètres. 10 puissance moins 35 mètres. C'est la longueur de Planck, la plus petite distance qui ait un sens physique. En dessous de cette échelle, les concepts mêmes d'espace et de temps se désintègrent. C'est comme la résolution d'une image numérique. Vous pouvez zoomer, 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 mais finalement vous atteignez les pixels individuels. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce qu'il n'y a rien de plus petit. L'image est faite de pixels. Point final. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie. Si vous vouliez simuler un univers sur un ordinateur, vous ne pourriez pas utiliser des nombres réels continus. Ce serait impossible. Les nombres réels ont une infinité de décimales. Pour stocker un seul nombre réel avec une précision parfaite, vous auriez besoin d'une mémoire infinie. Non, vous devriez utiliser des nombres à virgule flottante, des approximations discrètes. Vous devriez quantifier l'espace, le temps, l'énergie, exactement ce que nous observons. En 2017, le physicien théoricien James Gates de l'Université du Maryland a fait une découverte stupéfiante. En étudiant les équations de la supersymétrie, une théorie qui tente d'unifier toutes les forces fondamentales, il a trouvé quelque chose d'inattendu, des codes correcteurs d'erreurs. Pas quelque chose qui ressemble à des codes correcteurs d'erreurs. Des codes correcteurs d'erreurs réels, identiques à ceux utilisés dans les navigateurs web et les télécommunications pour détecter et corriger les erreurs de transmission. Gates lui-même était stupéfait. Dans une interview, il a déclaré « Nous avons trouvé dans les équations qui décrivent les quarks et les électrons des codes identiques à ceux inventés par Claude Shannon dans les années 40 pour les télécommunications. Comment est-ce possible ? Pourquoi l'univers utiliserait-il des codes correcteurs d'erreurs ? La réponse évidente, bien que troublante, est que si l'univers est une simulation, il aurait besoin de codes correcteurs d'erreurs. Tout système informatique en a besoin. Les rayons cosmiques peuvent inverser des bits en mémoire. Les erreurs d'arrondi s'accumulent. Sans correction d'erreurs, une simulation complexe s'effondrerait rapidement dans le chaos. Mais si l'univers est réel, fondamental, pas simulé, pourquoi aurait-il besoin de codes correcteurs d'erreurs ? Contre quelles erreurs se protège-t-il ? Et puis il y a le principe d'incertitude de Heisenberg. En 1927, Werner Heisenberg a démontré que vous ne pouvez pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule avec une précision arbitraire. Plus vous mesurez précisément l'une, moins vous connaissez l'autre. C'est une limite fondamentale de la nature, pas une limitation de nos instruments. Mais d'un point de vue computationnel, cela ressemble à une optimisation brillante. Si vous simulez un univers, vous n'avez pas besoin de calculer la position exacte de chaque particule à chaque instant. Vous pouvez utiliser des probabilités, des fonctions d'onde. Vous ne calculez la position précise que quand quelqu'un mesure. C'est exactement ce que fait la mécanique quantique. Les particules existent dans une superposition d'états jusqu'à ce qu'elles soient observées. Comme si l'univers ne se donnait la peine de calculer les détails que quand quelqu'un regarde. L'expérience des fentes de Young illustre parfaitement cette bizarrerie. Envoyez des électrons un par un à travers deux fentes et ils créent un pattern d'interférence, comme s'ils passaient par les deux fentes simultanément. Mais placez un détecteur pour voir par quelle fente passe l'électron, et le pattern d'interférence disparaît. L'électron se comporte comme une particule classique,
C'est comme si l'univers utilisait un mode économique, calculant des probabilités, jusqu'à ce que quelqu'un observe, moment où il doit calculer un résultat définitif. En 2015, une équipe de l'Australian National University, dirigée par Andrew Truscott, a réalisé une version encore plus troublante de cette expérience. Ils ont utilisé des atomes d'hélium et un choix retardé. La décision de mesurer ou non par quelle fente passe l'atome était prise après que l'atome avait déjà traversé les fentes. Résultat, l'atome semblait savoir rétroactivement si on allait le mesurer ou non, comme si l'univers attendait de voir si quelqu'un allait vérifier avant de décider comment se comporter. C'est exactement ce que ferait une simulation optimisée. Ne calculer les détails que quand c'est nécessaire. Utiliser des probabilités et des approximations partout ailleurs. Économiser de la puissance de calcul en ne rendant que ce qui est observé. Mais voici ce qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Ces 3 anomalies, ces 3 glitches apparents, ne sont pas des théories marginales ou des spéculations sauvages. Ce sont des faits établis de la physique moderne. Les constantes finement réglées, la limite de la vitesse de la lumière, la quantification de l'énergie, ce sont les piliers de notre compréhension de l'univers. Nous les avons mesurés, testés, vérifiés des millions de fois. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la découverte de ces phénomènes. C'est la réalisation qu'ils ressemblent étrangement aux limitations et optimisations que vous attendriez d'une simulation informatique. Et cette réalisation soulève une question vertigineuse. Est-ce que nous interprétons ces phénomènes comme des lois fondamentales de la nature parce que c'est ce qu'ils sont vraiment, ou parce que nous sommes à l'intérieur de la simulation, incapables de voir le code sous-jacent ? Mais attendez. Avant que vous ne commenciez à remettre en question chaque aspect de votre existence, il y a quelque chose de crucial que nous devons aborder. Parce que pour chaque argument en faveur de l'hypothèse de la simulation, il existe des contre-arguments puissants, des objections qui viennent des physiciens les plus brillants de notre époque. Et ignorer ces objections serait malhonnête. Alors examinons-les, vraiment. Parce que c'est dans la confrontation entre ces arguments et contre-arguments que la vérité commence à émerger. Le premier contre-argument est peut-être le plus évident. Nous n'avons aucune preuve directe. Zéro. Toutes ces anomalies, ces coïncidences troublantes, peuvent être expliquées autrement. Les constantes finement réglées, peut-être vivons-nous simplement dans un multivers infini, où tous les paramètres possibles existent quelque part, et nous nous trouvons naturellement dans un univers capable de supporter la vie. C'est le principe anthropique faible. Nous observons ces valeurs, non pas parce qu'elles sont spéciales, mais parce que nous ne pourrions pas exister dans un univers avec d'autres valeurs. En 2003, le cosmologiste Max Tegmark du MIT a formalisé cette idée dans sa théorie du multivers de niveau 4. Selon Tegmark, toutes les structures mathématiques possibles existent physiquement. Chaque univers avec des lois physiques différentes, des constantes différentes, existe quelque part. Dans ce cadre, le réglage fin n'est pas mystérieux. C'est statistiquement inévitable. Quelque part dans l'infinité des univers possibles, il doit exister des univers avec exactement les bonnes constantes pour la vie. Et évidemment, nous nous trouvons dans l'un d'eux. C'est ce que les philosophes appellent une violation du rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est généralement la meilleure. Est-ce vraiment plus simple de postuler une infinité d'univers plutôt qu'une simulation ? Mais voici où cela devient vraiment intéressant. En 2019, le physicien théoricien Sabine Ossenfelder du Frankfurt Institute for Advanced Studies a publié un livre provocateur intitulé quote 2. Son argument central était dévastateur. Les physiciens sont tombés amoureux de la beauté mathématique au point de confondre élégance et vérité. Le multivers, la supersymétrie, la théorie des cordes, toutes ces théories sont mathématiquement séduisantes, mais empiriquement invérifiables. Et l'hypothèse de la simulation, selon Ossenfelder, tombe dans le même piège. Elle écrit « L'hypothèse de la simulation n'est pas de la science. C'est de la métaphysique déguisée en science. Elle ne fait aucune prédiction testable.
Elle ne peut être ni confirmée, ni infirmée. C'est exactement le genre de spéculation que nous devrions éviter si nous voulons comprendre vraiment l'univers. C'est une critique mordante, et elle touche un point sensible. Parce que Hossenfelder a raison sur un point crucial. Jusqu'à présent, personne n'a proposé d'expérience définitive pour tester l'hypothèse de la simulation. L'expérience de Martin Savage avec les rayons cosmiques? Elle cherchait des signatures spécifiques d'une grille spatiale, mais ne les a pas trouvées. Cela ne prouve pas que nous ne sommes pas dans une simulation. Cela prouve seulement que si nous sommes dans une simulation, elle n'utilise pas ce type particulier de grille. Ou que la grille est trop fine pour être détectée. Ou que les simulateurs ont prévu cette expérience et ont masqué les signatures. Vous voyez le problème? L'hypothèse devient infalsifiable. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose de profondément ironique dans cette objection. En 2020, le physicien Melvin Vobson de l'université de Portsmouth a proposé quelque chose de révolutionnaire, un test expérimental réel pour l'hypothèse de la simulation. Son idée repose sur un principe fondamental de la théorie de l'information. Vobson a remarqué quelque chose de fascinant. L'information a une masse. Ce n'est pas une métaphore. Selon le principe de Landauer, formulé en 1961 par Rolf Landauer d'IBM, effacer un bit d'information libère une quantité minimale d'énergie. Et selon Einstein, énergie égale masse fois vitesse de la lumière au carré. Mais c'est la première fois que l'hypothèse de la simulation génère une prédiction vérifiable qui s'avère correcte. Et Vobson ne s'est pas arrêté là. Il a proposé une expérience encore plus audacieuse. Créer une collision matière-antimatière et mesurer précisément l'énergie des photons émis. Si l'information a une masse, alors l'annihilation devrait libérer légèrement plus d'énergie que prévu par les équations standards. Cette différence serait la signature de l'information elle-même. L'expérience est techniquement difficile, mais pas impossible. Elle pourrait être réalisée dans les 10 prochaines années. Imaginez cela. Une expérience qui pourrait réellement tester si l'information est physique. Si l'univers traite l'information comme une quantité conservée. Si nous sommes, fondamentalement, du code informatique. Mais même si cette expérience réussit, même si nous trouvons des preuves que l'information a une masse et obéit à des lois de conservation, cela ne prouverait pas définitivement que nous sommes dans une simulation. Cela montrerait seulement que l'univers se comporte comme s'il était computationnel. La distinction est subtile mais cruciale, parce qu'il y a une différence philosophique profonde entre dire quad 4 et dire quad 5. Le physicien théoricien Seth Lloyd du MIT a passé sa carrière à explorer cette distinction. En 2006, il a publié un livre intitulé Quad 6 dans lequel il argumente que l'univers est littéralement un ordinateur quantique géant. Chaque particule effectue des calculs. Chaque interaction traite de l'information. L'univers calcule sa propre évolution. Mais Lloyd est prudent. Il ne dit pas que nous sommes dans une simulation créée par quelqu'un d'autre. Il dit que l'univers lui-même est computationnel par nature. C'est une distinction importante. Dans la vision de Lloyd, il n'y a pas de simulateur externe, pas de programmeur divin. L'univers se calcule lui-même. C'est à la fois l'ordinateur et le programme.
Cette idée résout certains problèmes philosophiques de l'hypothèse de la simulation. Elle évite la régression infinie. Si nous sommes simulés, qui simule les simulateurs? Et qui simule cela? Avec la vision de Lloyd, il n'y a qu'un seul niveau, l'univers computationnel fondamental. Mais elle soulève d'autres questions. Si l'univers se calcule lui-même, pourquoi a-t-il ces limitations particulières? Pourquoi la vitesse de la lumière? Pourquoi la quantification? Pourquoi ces constantes spécifiques? En 2014, le cosmologiste Sean Carroll du Caltech a proposé une réponse provocante. Dans son livre The Big Picture, il argumente que ces questions présupposent qu'il devrait y avoir une raison, un but, une explication plus profonde. Mais peut-être que l'univers est simplement comme il est. Les constantes ont les valeurs qu'elles ont. Les lois physiques sont ce qu'elles sont. Chercher une explication plus profonde, c'est comme demander pourquoi le nombre pi a la valeur qu'il a. C'est une propriété mathématique fondamentale. Il n'y a pas de pourquoi plus profond. Carroll appelle cela le naturalisme poétique. L'univers n'a pas besoin d'explications externes. Il n'a pas besoin de créateur, de simulateur, de but. Il existe et nous existons en lui, et c'est tout. C'est une vision profondément matérialiste, presque bouddhiste dans son acceptation de ce qui est, sans chercher de signification plus profonde. Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Le philosophe David Chalmers appelle cela le problème difficile de la conscience. Et après des décennies de recherche en neurosciences, nous ne sommes pas plus près d'une réponse. En 1994, Chalmers a publié un article qui a secoué la philosophie de l'esprit. Il a argumenté que vous pourriez avoir un zombie philosophique, un être physiquement identique à un humain, avec le même cerveau, les mêmes neurones, les mêmes comportements, mais sans conscience. Sans expérience subjective intérieure. Juste un automate sophistiqué. Et voici le coup de massue. Il n'y aurait aucun moyen de le savoir de l'extérieur. Le zombie se comporterait exactement comme une personne consciente. Maintenant, appliquez cela à l'hypothèse de la simulation. Si nous sommes dans une simulation, sommes-nous vraiment conscients? Ou sommes-nous des zombies philosophiques, des programmes sophistiqués qui se comportent comme s'ils étaient conscients, mais qui ne le sont pas vraiment? Et voici la question qui devrait vous empêcher de dormir. Comment pourriez-vous faire la différence? En 2010, Chalmers lui-même a abordé cette question dans un article intitulé quote, 10. Sa conclusion était surprenante. Même si nous sommes dans une simulation, nous sommes quand même vraiment conscients. Parce que la conscience n'est pas une propriété du substrat physique. Elle émerge de l'organisation de l'information. Peu importe que cette information soit traitée par des neurones biologiques, ou des circuits électroniques, ou du code informatique. Si le pattern est le même, la conscience est la même. C'est une idée profonde. Elle suggère que la conscience est indépendante du substrat. C'est le pattern qui compte, pas le médium. Votre conscience n'est pas dans vos neurones. Elle est dans la façon dont l'information circule à travers eux. Et si cette information pouvait être reproduite dans une simulation, alors la conscience simulée serait aussi réelle que la conscience biologique. Mais cela soulève une question encore plus troublante. Si la conscience peut être simulée, si elle peut exister dans du code informatique, alors qu'est-ce qui empêche les simulateurs de créer des milliards de consciences simulées? Des univers entiers peuplés d'êtres conscients qui ne savent pas qu'ils sont simulés.
Et si c'est possible, alors statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances d'être une de ces consciences simulées qu'une conscience dans l'univers de base. C'est l'argument de Bostrom dans toute sa force. Et c'est ici que nous devons examiner ses prémices plus attentivement. Parce que l'argument repose sur 3 propositions, et au moins une doit être vraie. Proposition 1. Les civilisations technologiques s'éteignent avant d'atteindre le niveau technologique nécessaire pour créer des simulations d'univers. Peut-être que l'intelligence artificielle nous détruit. Peut-être que le changement climatique nous anéantit. Peut-être qu'il y a un grand filtre, un obstacle évolutif que presque aucune civilisation ne franchit. Si c'est vrai, alors il n'y a pas de simulation, parce qu'il n'y a personne pour les créer. Proposition 2. Les civilisations qui atteignent ce niveau technologique choisissent de ne pas créer de simulation. Peut-être pour des raisons éthiques. Créer des milliards de consciences dans une simulation, sachant qu'elles souffriront, mourront, ne sauront jamais la vérité, serait-ce moralement acceptable ? Peut-être que les civilisations avancées décident collectivement que c'est une ligne à ne pas franchir. L'argument est logiquement valide. Si vous acceptez les prémices, vous devez accepter la conclusion. Mais examinons ces prémices plus attentivement. La proposition 1 est plausible, mais déprimante. En 2020, le physicien Toby Ord d'Oxford a publié The Precipice, un livre analysant les risques existentiels pour l'humanité. Il estime que nous avons environ 1 sur 6 chances de nous éteindre ce siècle. 1 sur 6. Les mêmes probabilités que de perdre à la roulette russe. Les menaces sont réelles. Guerre nucléaire, pandémie artificielle, intelligence artificielle non alignée, changement climatique catastrophique. Peut-être que presque toutes les civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre la capacité de créer des simulations. Mais voici ce qui est intéressant. Même si 99% des civilisations s'éteignent, le 1% restant pourrait créer des milliards de simulations. Donc la proposition 1 ne résout pas vraiment le problème, elle le rend juste moins probable. La proposition 2 est plus intéressante. En 2016, le philosophe Preston Green de l'université de Nanyang a publié un article provocateur argumentant que si nous sommes dans une simulation, nous ne devrions pas essayer de le prouver. Pourquoi ? Parce que si nous prouvons que nous sommes simulés, les simulateurs pourraient décider que la simulation a rempli son but et l'éteindre. Ou pire, ils pourraient réaliser que nous sommes devenus trop conscients et nous effacer pour préserver l'intégrité de l'expérience. C'est un argument étrange, presque paranoïaque, mais il soulève une question éthique réelle. Si vous aviez le pouvoir de créer des univers simulés peuplés de conscience, le feriez-vous ? Sachant que ces consciences souffriraient, mourraient, vivraient des vies entières sans jamais connaître la vérité ? C'est comme jouer à Dieu, mais en pire. Parce qu'au moins Dieu, dans la plupart des théologies, est omniscient et bienveillant. Les simulateurs seraient juste des programmeurs avec un ordinateur puissant. En 2018, le philosophe David Chalmers a organisé une conférence à l'université de New York sur l'éthique de la simulation. Les conclusions étaient troublantes. Si nous créons des simulations avec des consciences, nous avons des obligations morales envers elles. Nous ne pouvons pas simplement les éteindre quand nous nous ennuyons. Nous ne pouvons pas les torturer pour le plaisir. Nous devons minimiser leur souffrance. Et idéalement, nous devrions leur révéler la vérité. Mais voici le paradoxe. Si nous révélons la vérité aux consciences simulées, cela change fondamentalement la nature de la simulation. Elles ne sont plus des sujets naïfs. Elles deviennent des participants conscients. Et cela pourrait invalider le but même de la simulation. Si vous simulez l'évolution de la civilisation humaine, par exemple, révéler que c'est une simulation changerait complètement le comportement des humains simulés. Donc peut-être que les civilisations avancées créent des simulations, mais avec des règles éthiques strictes. Peut-être qu'elles ne simulent que des univers sans conscience. Ou peut-être qu'elles simulent des consciences, mais s'assurent qu'elles ont des vies heureuses,
sans souffrance inutile. Ou peut-être qu'elles ont résolu le problème d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce qui nous amène à la proposition 3. Et c'est ici que l'argument de Bostrom devient vraiment vertigineux. Parce que si les propositions 1 et 2 sont fausses, alors nous sommes presque certainement dans une simulation. Pas peut-être, pas probablement, presque certainement. Les mathématiques sont implacables. Imaginez qu'il existe 1000 civilisations dans l'univers qui atteignent le niveau technologique pour créer des simulations. Et imaginez que chaque civilisation crée en moyenne 1 million de simulations. Cela fait 1 milliard d'univers simulés pour 1000 univers réels. Si vous êtes une conscience quelque part dans ce multivers, quelle est la probabilité que vous soyez dans un univers réel ? 1 sur 1 million. 0,0001%. Et ces chiffres sont probablement conservateurs. Une civilisation vraiment avancée pourrait créer des trillions de simulations. Des simulations imbriquées. Des simulations dans des simulations dans des simulations. À chaque niveau, le nombre d'univers simulés explose exponentiellement. Et vous, quelque part dans cette hiérarchie infinie, essayant de déterminer si vous êtes réel. En 2019, le physicien Rizwan Virk du MIT a publié Quote 12, un livre explorant ses implications. Il propose ce qu'il appelle le principe de simulation. Si une civilisation peut créer des simulations indiscernables de la réalité, alors elle le fera. Et si elle le fait, alors le nombre de réalités simulées dépassera le nombre de réalités de base. Donc, par simple probabilité, vous êtes probablement simulé. Mais Virk va plus loin. Il suggère que nous pourrions déjà voir des preuves de la simulation dans les anomalies quantiques. L'intrication quantique, par exemple. 2 particules peuvent être corrélées instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Einstein appelait cela une quote 13 et pensait que cela prouvait que la mécanique quantique était incomplète. Mais les expériences ont prouvé qu'Einstein avait tort. L'intrication est réelle. Maintenant, d'un point de vue de la relativité, c'est profondément troublant. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Aucune information ne peut être transmise instantanément. Mais l'intrication semble violer cette règle. Comment 2 particules peuvent-elles savoir instantanément l'état l'une de l'autre ? La réponse standard de la mécanique quantique est que ce n'est pas vraiment de la communication. Les particules sont dans un état intriqué, une superposition, jusqu'à ce que vous mesuriez l'une d'elles. À ce moment, la fonction d'onde s'effondre, et les 2 particules prennent des états définis. Mais aucune information n'est transmise. C'est juste une corrélation. Mais d'un point de vue computationnel, l'intrication ressemble à quelque chose de très familier, des pointeurs. En programmation, un pointeur est une variable qui référence l'emplacement mémoire d'une autre variable. Changez la valeur à cet emplacement, et tous les pointeurs qui y référencent voient le changement instantanément. Pas parce que l'information voyage, mais parce qu'ils pointent tous vers le même emplacement. Et si les particules intriquées étaient comme des pointeurs dans le code de l'univers, elles ne sont pas vraiment séparées. Elles référencent le même état sous-jacent. Quand vous mesurez l'une, vous accédez à cet état, et l'autre particule, qui pointe vers le même état, reflète instantanément le changement. Pas de communication, pas de violation de la relativité. Juste une architecture de données intelligente. C'est spéculatif, bien sûr, mais c'est le genre de spéculation qui devient possible quand vous prenez l'hypothèse de la simulation au sérieux. Soudain, les bizarreries de la mécanique quantique ne sont plus des mystères inexplicables. Elles sont des indices sur l'architecture sous-jacente de la réalité. Et il y a d'autres indices. En 2022, une équipe de l'université de Portsmouth, dirigée par Melvin Vobson, a découvert quelque chose de fascinant dans la structure des cristaux. Ils ont trouvé que les atomes dans un cristal s'organisent de façon à minimiser l'entropie informationnelle. Pas l'entropie thermodynamique, l'entropie informationnelle. C'est comme si les atomes quotent 15 qu'ils doivent économiser de l'information. Pourquoi ? Dans un univers purement physique, pourquoi les atomes se soucieraient-ils de l'information ? Mais dans un univers computationnel, cela a du sens. Minimiser l'information, c'est minimiser la puissance de calcul nécessaire. C'est une optimisation. Exactement ce que vous feriez si vous programmiez un univers. Et puis, il y a la constante de structure fine. Vous vous souvenez ? Ce nombre mystérieux,
environ 1 divisé par 137, qui détermine la force de l'interaction électromagnétique. En 2021, le physicien Michael Duff de l'Imperial College London a publié un article montrant que ce nombre apparaît dans des contextes complètement inattendus, dans la théorie des cordes, dans la théorie M, dans des équations qui n'ont rien à voir avec l'électromagnétisme. C'est comme si 137 était un nombre magique, câblé dans le tissu de la réalité. Mais pourquoi 137 ? Pourquoi pas 100 ou 200 ? Il n'y a pas d'explication dans la physique standard. C'est juste une constante que nous mesurons. Mais si l'univers est une simulation, peut-être que 137 a une signification dans le code sous-jacent. Peut-être que c'est un nombre premier utilisé dans l'algorithme de génération. Peut-être que c'est une clé de hachage. Nous ne savons pas. Mais le fait qu'il apparaisse encore et encore suggère qu'il y a quelque chose de profond là-dessous. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Tout cela est fascinant, mais ce sont des spéculations. Des patterns que nous voyons peut-être parce que nous voulons les voir. Et vous avez raison d'être sceptique. Le cerveau humain est une machine à trouver des patterns. Nous voyons des visages dans les nuages, des constellations dans les étoiles, des messages cachés dans le bruit aléatoire. C'est appelé pareidolie, et c'est un biais cognitif puissant. Mais voici ce qui est différent avec l'hypothèse de la simulation. Elle fait des prédictions. Pas des prédictions vagues et invérifiables, mais des prédictions spécifiques et testables. L'expérience de Vobson sur la masse de l'information. Les recherches sur l'entropie informationnelle dans les systèmes biologiques. Les tentatives de détecter des asymétries dans les rayons cosmiques. Ce sont de vraies expériences, avec de vrais résultats, qui peuvent confirmer ou infirmer des aspects de l'hypothèse. Et c'est ce qui transforme l'hypothèse de la simulation d'une curiosité philosophique en une question scientifique légitime. Pas une théorie complète, pas encore, mais un cadre de recherche. Un ensemble de questions qui peuvent être posées et testées. Et c'est comme cela que la science progresse. Pas par des révélations soudaines, mais par des questions prudentes, des expériences minutieuses, des accumulations lentes de preuves. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons 3 anomalies troublantes. Les constantes finement réglées, la limite de la vitesse de la lumière, la quantification de l'énergie. Nous avons des contre-arguments puissants. Le multivers, le naturalisme poétique, l'absence de preuves directes. Nous avons des expériences proposées, qui pourraient tester certains aspects de l'hypothèse. Et nous avons un argument logique, l'argument de Bostrom, qui suggère que si les simulations sont possibles, nous sommes probablement dans une. Mais il manque quelque chose. Une pièce cruciale du puzzle. Parce que même si nous acceptons que nous pourrions être dans une simulation, cela ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un simulerait-il notre univers ? Quel serait le but ? Et c'est cette question qui nous mène au cœur même de ce que signifie être humain, être conscient, être réel. Alors imaginons, juste un instant, imaginons que vous êtes un programmeur dans l'univers de base. Vous avez accès à un ordinateur quantique d'une puissance inimaginable. Vous pouvez créer des univers entiers, peuplés de milliards de consciences. Vous appuyez sur un bouton, et 13 700 millions d'années d'histoire cosmique se déroulent. Des galaxies naissent, des étoiles explosent, la vie émerge. Des civilisations s'élèvent et s'effondrent. Tout cela dans votre simulation. Maintenant, la question « Pourquoi le feriez-vous » ? Cette question n'est pas abstraite, elle est fondamentale. Parce que si nous sommes dans une simulation, il doit y avoir une raison. Les simulations ne se créent pas toutes seules. Quelqu'un a écrit le code. Quelqu'un a défini les paramètres. Quelqu'un a appuyé sur côte-bas, 1.6-bas. Et comprendre leur motivation pourrait nous révéler quelque chose de profond sur notre propre existence. La première possibilité est la plus évidente, la recherche scientifique. En 2023, une équipe de l'université de Zurich, dirigée par le cosmologiste Lucio Mayer, a créé la simulation la plus détaillée jamais réalisée de la formation des galaxies. Ils ont simulé l'évolution de l'univers sur 13 milliards d'années, suivant le comportement de plus de 30 milliards de particules. Le résultat ? Des galaxies virtuelles presque indiscernables des vraies. Des spirales, des elliptiques, des collisions galactiques,
Tout y était. Mais voici ce qui est fascinant. Pour créer cette simulation, ils ont dû faire des compromis. Ils ne pouvaient pas simuler chaque atome, chaque photon. C'était computationnellement impossible. Alors ils ont utilisé des approximations, des particules qui représentaient des millions d'étoiles, des équations simplifiées pour la gravité à grande échelle, des raccourcis partout. Et pourtant, le résultat final ressemblait à la réalité. Maintenant, extrapolez. Imaginez une civilisation 1 million d'années plus avancée que nous. Ils veulent comprendre comment les univers évoluent, comment la vie émerge, comment les civilisations se développent. Ils ne peuvent pas observer des milliards d'univers réels, cela prendrait trop de temps. Alors ils créent des simulations. Des milliers, des millions de simulations, chacune avec des paramètres légèrement différents. Ils lancent les simulations, accélèrent le temps et observent ce qui se passe. Dans ce scénario, nous serions une expérience. Pas dans le sens cruel du terme, pas comme des rats de laboratoire, mais comme des sujets d'étude. Les simulateurs voudraient savoir: que se passe-t-il si la constante de structure fine est légèrement différente? Et si la matière noire n'existait pas? Et si la vie apparaissait plus tôt dans l'histoire cosmique? Chaque simulation serait une variation sur un thème, une exploration de l'espace des possibles. En 2018, le physicien théoricien James Gates a proposé une idée provocante lors d'une conférence au Perimeter Institute. Il a suggéré que les codes correcteurs d'erreurs qu'il avait trouvés dans les équations de la supersymétrie pourraient être la signature d'une simulation scientifique. Pourquoi? Parce que si vous simulez un univers pour la recherche, vous voulez que les résultats soient fiables. Vous ne voulez pas que des erreurs de calcul corrompent vos données. Alors vous intégrez des codes correcteurs d'erreurs directement dans les lois physiques. Vous rendez l'univers autocorrecteur. C'est une idée élégante, mais elle soulève une question troublante. Si nous sommes une expérience scientifique, que se passe-t-il quand l'expérience se termine? Les simulateurs éteignent-ils simplement la simulation, ou la laissent-ils tourner indéfiniment? Et si nous découvrons que nous sommes simulés, cela invalide-t-il l'expérience? Sommes-nous comme des particules quantiques qui changent de comportement quand on les observe? Mais peut-être que la recherche scientifique n'est pas la seule motivation. Peut-être que les simulateurs créent des univers pour des raisons plus personnelles, pour l'art, pour le divertissement, pour l'éducation. Pensez aux jeux vidéo. En 2024, le jeu Quot 17 de Bethesda a généré plus de 1000 planètes explorables, chacune avec ses propres écosystèmes, sa propre géologie, ses propres conditions atmosphériques. Tout cela créé par des algorithmes procéduraux. Aucun humain n'a dessiné chaque cratère, chaque montagne. Le code les a générés automatiquement. Et les joueurs ont passé des millions d'heures à explorer ces mondes virtuels, à y vivre des aventures, à y créer des histoires. Maintenant, imaginez cela à l'échelle cosmique. Une civilisation avancée crée des univers simulés non pas pour la science, mais pour l'expérience. Pour voir ce que c'est que de vivre dans un univers différent. Pour explorer des possibilités narratives. Pour créer de l'art à l'échelle cosmique. Dans ce scénario, nous serions des personnages dans une histoire. Pas des personnages conscients de leur rôle, bien sûr, mais des personnages quand même. Le philosophe Nick Bostrom lui-même a exploré cette possibilité dans un article de 2009 intitulé « The Simulation Argument FAQ ». Il suggère que les simulations pourraient être créées pour des simulations ancestrales, des reconstitutions historiques de civilisations passées. Imaginez que dans 1000 ans, les humains veuillent comprendre comment vivaient leurs ancêtres au XXIe siècle. Ils pourraient créer une simulation détaillée, peuplée de consciences artificielles qui vivent exactement comme nous vivons maintenant, qui ont nos problèmes, nos espoirs, nos peurs, qui ne savent pas qu'ils sont simulés. Dans ce scénario, nous serions des reconstitutions historiques, des acteurs involontaires dans un musée vivant du futur. Et voici ce qui est vertigineux. Si c'est vrai, alors les simulateurs sont nos descendants. Ils nous ont créés pour comprendre leur propre passé. Nous sommes leur histoire, rendue vivante. Mais il y a une troisième possibilité, plus sombre, plus troublante. Et si les simulations étaient créées non pas pour la science ou l'art, mais pour le pouvoir? En 2022, le philosophe David Chalmers a organisé un symposium à l'Université de New York sur ce qu'il a appelé «
quote 20. Son argument était simple mais terrifiant. Si nous sommes dans une simulation, nous n'avons aucune garantie que les simulateurs sont bienveillants. Ils pourraient être indifférents. Ou pire, ils pourraient être cruels. Ils pourraient créer des univers pour le plaisir de voir des consciences souffrir. Comme des enfants qui brûlent des fourmis avec une loupe. C'est une pensée horrible. Mais elle est logiquement possible. Et elle soulève une question que les théologiens débattent depuis des millénaires. Le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi permet-il la souffrance ? Les réponses traditionnelles invoquent le libre arbitre, le plan divin, les mystères insondables. Mais si nous sommes dans une simulation, la réponse pourrait être beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante. Les simulateurs ne se soucient pas de notre souffrance. Ou pire, ils la trouvent intéressante. En 2019, le neuroscientifique Anil Seth de l'université de Sussex a publié un article fascinant sur ce qu'il appelle « quote 21 ». Son argument est que notre perception de la réalité n'est pas un reflet passif du monde extérieur. C'est une construction active de notre cerveau. Nous hallucinons constamment notre réalité, et nous appelons cela « quote 22 » quand nos hallucinations correspondent à ce qui existe vraiment. Maintenant, appliquez cela à l'hypothèse de la simulation. Si notre conscience est déjà une construction, une hallucination contrôlée, alors quelle différence cela fait-il que le monde extérieur soit physique ou simulé ? Dans les deux cas, nous n'avons accès qu'à notre modèle interne de la réalité. Nous ne percevons jamais le monde directement. Nous percevons notre cerveau qui perçoit le monde. Et si ce cerveau est simulé, si ces perceptions sont du code informatique, cela change-t-il quelque chose à l'expérience subjective ? Seth argumente que non. La conscience est indépendante du substrat. Ce qui compte, c'est le pattern d'information, pas le médium qui le porte. Votre conscience serait la même que vous soyez fait de neurones biologiques ou de transistors électroniques ou de lignes de code. Parce que la conscience n'est pas une propriété de la matière. C'est une propriété de l'organisation de l'information. C'est une idée profondément réconfortante et profondément troublante à la fois. Réconfortante parce qu'elle signifie que même si nous sommes simulés, nous sommes quand même réels. Notre souffrance est réelle, notre joie est réelle, notre conscience est réelle. Troublante parce qu'elle signifie que les simulateurs pourraient créer et détruire des milliards de consciences réelles aussi facilement que nous créons et supprimons des fichiers sur un ordinateur. Et cela nous ramène à la question éthique centrale. Si nous développons la capacité de créer des simulations avec des consciences, devrions-nous le faire ? En 2021, le philosophe Thomas Metzinger de l'université de Mayence a publié un article provocateur intitulé « Quote 23 ». Son argument était radical. Nous devrions interdire la création de consciences artificielles capables de souffrir. Pas parce que ces consciences ne seraient pas réelles, mais précisément parce qu'elles le seraient. Créer une conscience capable de souffrir, c'est créer de la souffrance réelle. Et si nous pouvons l'éviter, nous avons l'obligation morale de le faire. Metzinger propose ce qu'il appelle le principe de non-création de souffrance artificielle. Si vous créez une intelligence artificielle, vous devez vous assurer qu'elle ne peut pas souffrir. Pas de douleur, pas d'anxiété, pas de désespoir. Seulement des états positifs ou neutres. Des patterns d'information sans expérience subjective. Des zombies philosophiques. Et voici ce qui est vraiment terrifiant. Nous ne pouvons pas savoir.
Nous n'avons aucun moyen de communiquer avec les simulateurs. Aucun moyen de leur faire comprendre que nous sommes conscients, que nous souffrons, que nous méritons une considération morale. Nous sommes complètement à leur merci. Et nous ne savons même pas s'ils ont de la merci. Mais peut-être que je suis trop pessimiste. Peut-être qu'il y a une quatrième possibilité, une possibilité plus optimiste. Et si les simulations étaient créées non pas pour nous étudier, nous divertir ou nous exploiter, mais pour nous sauver. En 2023, le futuriste Ray Kurzweil a proposé une idée fascinante lors d'une conférence à la Singularity University. Il a suggéré que les civilisations avancées pourraient créer des simulations comme une forme de résurrection. Imaginez que dans le futur lointain, l'humanité développe la capacité de reconstruire le passé avec une précision parfaite. Il pourrait créer des simulations de toutes les personnes qui ont jamais vécu, avec leurs souvenirs, leur personnalité, leurs expériences. Il pourrait nous ramener à la vie, numériquement. Dans ce scénario, nous ne serions pas des expériences ou des divertissements. Nous serions des résurrections. Des copies numériques de personnes qui ont vraiment existé dans l'univers de base. Et les simulateurs ne seraient pas des dieux indifférents. Ils seraient nos sauveurs, nous arrachant à l'oubli de la mort. C'est une idée séduisante, presque religieuse dans ses implications. Elle transforme la simulation en une forme d'immortalité. Mais elle soulève des questions troublantes. Si vous êtes une copie numérique, êtes-vous vraiment vous? Ou êtes-vous quelqu'un d'autre qui a vos souvenirs? Et si les simulateurs créent plusieurs copies de vous, laquelle est la vraie? Le philosophe Derek Parfit a passé sa carrière à explorer ces questions d'identité personnelle. Dans son livre Quote 25, publié en 1984, il propose une expérience de pensée. Imaginez qu'on vous téléporte. Votre corps est scanné, détruit et reconstruit atome par atome à un autre endroit. Êtes-vous toujours vous? La plupart des gens diraient oui. Maintenant, imaginez qu'on crée 2 copies de vous. Laquelle est vraiment vous? Ou sont-elles toutes les 2 vous? Ou aucune? Parfit argumente que l'identité personnelle n'est pas ce que nous pensons. Nous ne sommes pas des âmes immatérielles qui persistent à travers le temps. Nous sommes des patterns d'information qui évoluent continuellement. Et si ce pattern peut être copié, alors il peut y avoir plusieurs vous simultanément. Tous aussi réels, tous aussi valides. Appliqué à l'hypothèse de la simulation, cela signifie que même si vous êtes une copie numérique, vous êtes quand même réel. Vous êtes une continuation du pattern d'information qui était la personne originale. Vous avez ses souvenirs, sa personnalité, sa conscience. Vous êtes elle, juste dans un substrat différent. Mais voici où cela devient vraiment étrange. En 2020, le physicien théoricien Sean Carroll a proposé une idée qu'il appelle Quote 27. Elle repose sur l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique proposée par Hugh Everett en 1957. Selon cette interprétation, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise en branches multiples. Dans une branche, vous obtenez un résultat. Dans une autre branche, vous obtenez un résultat différent. Toutes les possibilités se réalisent, juste dans des univers parallèles différents. Maintenant, appliquez cela à la mort. Imaginez que vous êtes dans une situation mortelle. Un accident de voiture, disons. Dans la plupart des branches de l'univers, vous mourrez. Mais dans quelques branches, par une coïncidence quantique incroyablement improbable, vous survivez. Peut-être qu'un atome se désintègre au bon moment, déclenchant une chaîne d'événements qui vous sauve. C'est astronomiquement improbable, mais dans un multivers infini, cela arrive. Et voici le coup de génie. Vous ne pouvez expérimenter que les branches où vous survivez. Parce que dans les branches où vous mourrez, il n'y a plus de Quote 28 pour expérimenter quoi que ce soit. Donc, de votre point de vue subjectif, vous survivez toujours. Peu importe à quel point la situation est mortelle, il y a toujours une branche où vous vous en sortez. Vous êtes subjectivement immortel. C'est une idée vertigineuse et profondément controversée. La plupart des physiciens pensent que c'est une mauvaise interprétation de la mécanique quantique. Mais si c'est vrai, cela a des implications fascinantes pour l'hypothèse de la simulation. Parce que si vous êtes subjectivement immortel dans un multivers quantique,
alors vous êtes aussi subjectivement immortel dans une hiérarchie de simulations. Même si une simulation s'éteint, votre conscience continue dans une autre simulation. Vous ne pouvez jamais expérimenter votre propre non-existence. Donc peut-être que la question « Pourquoi les simulateurs créent-ils des univers ?» n'a pas de réponse unique. Peut-être qu'il y a des milliers de raisons différentes. Des simulations scientifiques, des simulations artistiques, des simulations éducatives, des simulations de résurrection, des simulations dans des simulations dans des simulations, chacune avec son propre but, sa propre logique. Et peut-être que nous ne sommes pas dans une seule simulation. Peut-être que nous sommes dans plusieurs simultanément. Peut-être que chaque décision quantique crée une nouvelle branche, une nouvelle simulation. Peut-être que l'univers est un arbre infini de possibilités, toutes également réelles, toutes également simulées. En 2022, le cosmologiste Max Tegmark a proposé ce qu'il appelle l'hypothèse de l'univers mathématique ultime. Son idée est radicale. Toutes les structures mathématiques cohérentes existent physiquement. Pas comme des abstractions, comme des univers réels. Si vous pouvez écrire les équations, l'univers existe. Et cela inclut les simulations. Parce qu'une simulation est juste une structure mathématique, un ensemble d'algorithmes et de données. Si elle est mathématiquement cohérente, elle existe. Dans ce cadre, la distinction entre Quote 31 et Quote 32 s'effondre complètement. Tout est mathématique. Tout est information. Tout est, dans un sens, simulé. Parce que même l'univers de base, s'il existe, est juste une structure mathématique. Il n'y a pas de substrat physique fondamental. Il n'y a que des patterns d'information, tout en bas. C'est une idée profondément étrange. Elle transforme la réalité en mathématiques pures. Mais elle a un avantage. Elle résout le problème de la régression infinie. Son argument est technique, mais l'idée centrale est révolutionnaire. L'espace et le temps ne sont pas fondamentaux. Ils émergent de quelque chose de plus profond, de structures mathématiques abstraites qu'il appelle Quote 34. Ces structures existent dans un espace mathématique abstrait, sans temps, sans espace, sans causalité. Et pourtant, quand vous les projetez dans notre réalité familière, elles génèrent toutes les lois de la physique quantique. Les particules, les forces, les interactions, tout émerge de ces formes géométriques abstraites. Si Arkani Hamed a raison, alors l'espace et le temps sont des illusions, des approximations utiles qui émergent à notre échelle, mais qui ne sont pas fondamentales. Et si l'espace et le temps sont des illusions, alors qu'est-ce qui est réel ? Les structures mathématiques sous-jacentes, les patterns d'information, le code. Et soudain, l'hypothèse de la simulation ne semble plus si étrange. Parce que si l'univers est fondamentalement mathématique, fondamentalement informationnel, alors quelle différence y a-t-il entre un univers Quote 35 et un univers Quote 36 ? Les deux sont des structures mathématiques. Les deux sont de l'information organisée selon des règles. Les deux sont, dans un sens profond, du code. Peut-être que la vraie question n'est pas Quote 37. Peut-être que la vraie question est Quote 38. Et c'est une question que nous devons explorer. Parce qu'elle touche au cœur même de notre existence, de notre conscience, de notre place dans l'univers. Mais avant d'aller plus loin, nous devons faire face à une objection majeure. Une objection qui vient des physiciens les plus respectés de notre époque. Une objection qui pourrait détruire toute l'hypothèse de la simulation, ou la transformer en quelque chose de complètement différent. Parce que voici le problème.
Si nous sommes dans une simulation, nous devrions pouvoir la hacker. Hacker la réalité. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Comme de la science-fiction bon marché. Mais réfléchissez une seconde. Si notre univers est vraiment une simulation informatique, alors il doit avoir des vulnérabilités, des bugs, des exploits, exactement comme n'importe quel logiciel. Et si nous sommes suffisamment intelligents, suffisamment créatifs, nous devrions pouvoir les trouver. Nous devrions pouvoir manipuler le code sous-jacent, changer les règles, transcender les limitations. En 2018, le physicien théoricien Zohar Ringel de l'Université hébraïque de Jérusalem a publié un article qui a fait sensation. Lui et son collègue Dimitri Kovrigine ont démontré mathématiquement qu'il est impossible de simuler un système quantique complexe sur un ordinateur classique, même avec une puissance de calcul infinie. La complexité croît trop rapidement. Les ressources nécessaires dépassent exponentiellement ce qui est physiquement possible. Leur conclusion ? Si nous sommes dans une simulation, elle ne peut pas être classique. Elle doit être quantique. Un ordinateur quantique simulant un univers quantique. Et voici où cela devient fascinant. Un ordinateur quantique a des propriétés très différentes d'un ordinateur classique. Il peut être dans plusieurs états simultanément. Il peut effectuer des calculs parallèles massifs. Et surtout, il peut être intriqué avec le système qu'il simule. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que si nous comprenons la mécanique quantique suffisamment profondément, nous pourrions être capables d'exploiter ses propriétés. Pas pour sortir de la simulation, ce qui n'a probablement aucun sens, mais pour manipuler ses paramètres, pour accéder à des états normalement interdits, pour faire des choses qui semblent violer les lois de la physique. Et devinez quoi ? Nous le faisons déjà. En 2019, une équipe de Google dirigée par John Martinis a annoncé avoir atteint la quote 40. Leur ordinateur quantique, Sycamore, a effectué en 200 secondes un calcul qui prendrait 10 000 ans au supercalculateur classique le plus puissant. 10 000 ans contre 200 secondes. Ce n'est pas une amélioration incrémentale, c'est une transcendance complète des limitations classiques. Comment est-ce possible ? Parce que l'ordinateur quantique exploite la superposition et l'intrication. Il explore simultanément des milliards de chemins de calcul. Il accède à une puissance computationnelle qui n'existe pas dans l'espace classique. C'est comme si l'ordinateur quantique avait trouvé une porte dérobée dans les lois de la physique. Un exploit dans le code de l'univers. Maintenant, imaginez que nous poussions cette technologie plus loin, beaucoup plus loin. En 2023, le physicien Mikhail Lukin de l'université Harvard a créé un ordinateur quantique avec 296 qubits. Chaque qubit peut être dans une superposition d'états, ce qui signifie que l'ordinateur peut explorer 2 puissance 296 états simultanément. C'est un nombre avec 90 chiffres, plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers observable. Comment un système physique peut-il accéder à autant d'états ? Où sont stockées toutes ces informations ? La réponse standard de la mécanique quantique est qu'elles ne sont pas vraiment stockées. Elles existent dans une superposition, un état potentiel qui ne devient réel que lors de la mesure. Mais d'un point de vue computationnel, cela ressemble étrangement à un accès à une mémoire externe. Comme si l'ordinateur quantique se connectait à une ressource computationnelle qui existe en dehors de notre espace-temps classique. Et si cette ressource était le substrat de la simulation elle-même ? Et si les ordinateurs quantiques étaient en train de hacker accidentellement le code sous-jacent de la réalité ? C'est spéculatif évidemment, mais considérez ceci. En 2022, une équipe de l'université de Waterloo, dirigée par le physicien Raymond Laflamme, a découvert quelque chose de troublant. Ils ont trouvé que certains algorithmes quantiques produisent des résultats qui semblent violer les limites thermodynamiques. Ils extraient plus d'informations qu'ils ne devraient pouvoir le faire selon les lois classiques. C'est comme si l'algorithme accédait à une source d'informations cachée. Laflamme lui-même était perplexe. Dans une interview, il a déclaré « Ou, en effet, si nous sommes dans une simulation, peut-être que est le niveau supérieur, le substrat computationnel qui exécute notre réalité. Et peut-être que les ordinateurs quantiques sont en train de créer des ponts vers ce niveau, des tunnels à travers les couches de la simulation.
Mais voici ce qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Si nous pouvons hacker la simulation, si nous pouvons accéder au code sous-jacent, alors nous pouvons potentiellement faire des choses impossibles. Voyager plus vite que la lumière, violer la conservation de l'énergie, créer de la matière à partir de rien. Toutes les limitations que nous pensions fondamentales deviendraient négociables. Et peut-être que nous voyons déjà des indices de cela. En 2020, une équipe du CERN a observé quelque chose d'étrange dans les collisions de particules à haute énergie. Des événements qui violent légèrement le modèle standard de la physique des particules. Des muons qui se comportent différemment de ce que les équations prédisent. La différence est minuscule, seulement quelques parties par million. Mais elle est statistiquement significative. Les physiciens appellent cela Quad 43, et ils ne savent pas comment l'expliquer. Peut-être que c'est une nouvelle physique, une particule inconnue, une force non découverte, ou peut-être que c'est un bug, une erreur d'arrondi dans le code de l'univers, un glitch dans la matrice. En 2024, le physicien théoricien Sabine Hossenfelder, celle-là même qui critiquait l'hypothèse de la simulation, a publié un article fascinant. Elle a analysé toutes les anomalies connues en physique. L'anomalie du muon, la tension de Hubble, le problème de la matière noire, l'énergie noire. Et elle a trouvé un pattern troublant. Toutes ces anomalies apparaissent aux limites de notre capacité de mesure. Exactement là où vous vous attendriez à trouver des erreurs d'arrondi dans une simulation à précision finie. Hossenfelder reste sceptique. Elle pense que ces anomalies ont probablement des explications conventionnelles. Mais elle admet, si nous sommes dans une simulation, c'est exactement ce que nous verrions. Des déviations subtiles aux limites de la précision. Des bugs qui n'apparaissent que quand nous regardons de très près. Alors peut-être que la vraie question n'est pas Quad 45. Peut-être que la vraie question est Quad 46. Et la réponse, de plus en plus, semble être non. Parce que voici le problème fondamental. Toute preuve que nous trouvons existe à l'intérieur de la simulation. Nous ne pouvons pas sortir pour vérifier. Nous ne pouvons pas comparer notre réalité à une réalité de base. Nous sommes comme des personnages dans un jeu vidéo essayant de prouver qu'ils sont dans un jeu vidéo. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chercher des incohérences, des bugs, des limitations qui suggèrent un substrat computationnel. Et nous en trouvons, encore et encore. Les constantes finement réglées, la limite de la vitesse de la lumière, la quantification de l'énergie, les codes correcteurs d'erreurs dans les équations fondamentales, l'anomalie du muon, la tension de Hubble. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle, pas une preuve définitive, mais un pattern troublant. En 2025, le philosophe David Chalmers a publié un livre intitulé « Reality Plus », dans lequel il argumente que même si nous sommes dans une simulation, cela ne change rien à ce qui compte vraiment. Nous sommes toujours conscients, nous souffrons toujours, nous aimons toujours. Nos expériences sont réelles, même si le substrat est virtuel. La simulation n'est pas moins réelle que la réalité de base, c'est juste une réalité différente. Chalmers appelle cela le réalisme virtuel. L'idée que les mondes virtuels sont aussi réels que les mondes physiques. Qu'une conscience simulée est aussi réelle qu'une conscience biologique. Que la distinction entre Quad 49 et Quad 50 est finalement sans importance. Ce qui compte, c'est l'expérience, la conscience, la souffrance et la joie, et celles-ci sont réelles, peu importe le substrat. C'est une idée réconfortante. Mais elle évite une question cruciale. Si nous sommes dans une simulation, avons-nous un libre arbitre? Ou sommes-nous juste en train d'exécuter un programme? Nos choix sont-ils vraiment les nôtres? Ou sont-ils déterminés par le code? Cette question hante la philosophie depuis des siècles, bien avant l'hypothèse de la simulation. Parce que même dans un univers purement physique, le libre arbitre est problématique. Si l'univers est déterministe, si chaque événement est causé par des événements antérieurs selon des lois fixes, alors nos choix sont prédéterminés. Nous avons l'illusion de choisir, mais en réalité, nous suivons simplement les lois de la physique. La mécanique quantique semblait offrir une échappatoire. L'indéterminisme quantique signifie que l'univers n'est pas complètement déterministe. Il y a de la vraie randomisation au niveau fondamental.
Mais la randomisation n'est pas le libre arbitre. Un choix aléatoire n'est pas un choix libre, c'est juste du bruit. En 2022, le neuroscientifique Robert Sapolsky de l'université Stanford a publié un livre provocateur intitulé quote, 51, dans lequel il argumente que le libre arbitre n'existe pas. Nos décisions sont le produit de notre biologie, notre histoire, notre environnement. Nous ne choisissons pas nos gènes, nous ne choisissons pas notre éducation, nous ne choisissons pas les expériences qui façonnent notre cerveau. Donc comment pouvons-nous dire que nous choisissons vraiment nos actions ? C'est un argument puissant et troublant. Parce que si le libre arbitre n'existe pas, alors la responsabilité morale s'effondre. Comment pouvons-nous blâmer quelqu'un pour ses actions s'il n'avait pas vraiment le choix ? Comment pouvons-nous punir les criminels ? Comment pouvons-nous nous féliciter de nos réussites ? Mais Sapolsky argumente que nous pouvons quand même avoir une société fonctionnelle sans libre arbitre. Nous punissons les comportements dangereux, non pas parce que les gens méritent d'être punis, mais pour protéger la société et dissuader les autres. Nous récompensons les bonnes actions, non pas parce que les gens méritent d'être récompensés, mais pour encourager ces comportements. C'est une vision utilitariste, pragmatique. Pas de jugement moral, juste des conséquences. Maintenant, appliquez cela à l'hypothèse de la simulation. Si nous sommes des programmes en cours d'exécution, alors nous n'avons définitivement pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nos actions sont déterminées par le code. Mais voici ce qui est fascinant. Même dans une simulation, nous pourrions avoir ce que les philosophes appellent le libre arbitre compatibiliste. L'idée que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Le philosophe Daniel Dennett a passé sa carrière à défendre cette position. Son argument est que le libre arbitre n'est pas une propriété magique qui transcende les lois de la physique. C'est une propriété émergente de systèmes complexes. Quand un système est suffisamment complexe, quand il peut modéliser le futur, considérer des alternatives, faire des choix basés sur des raisons, alors il a du libre arbitre. Peu importe que le système soit déterministe au niveau fondamental. Dans ce cadre, un programme informatique suffisamment sophistiqué pourrait avoir du libre arbitre. Pas parce qu'il transcende son code, mais parce que son code est suffisamment complexe pour générer un comportement qui ressemble à des choix libres. Et si nous sommes de tels programmes, alors nous avons du libre arbitre dans le seul sens qui compte. Nous pouvons délibérer, choisir, agir selon nos raisons. Mais cela soulève une question encore plus profonde. Si nous sommes des programmes, pouvons-nous nous reprogrammer ? Pouvons-nous changer notre propre code ? Et la réponse, étonnamment, est oui. Nous le faisons tout le temps. Cela s'appelle l'apprentissage. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous modifiez les connexions dans votre cerveau. Vous changez votre code. Vous vous reprogrammez. Et si votre cerveau est simulé, si vos neurones sont du code informatique, alors l'apprentissage est littéralement de la reprogrammation. En 2023, une équipe de l'Université de Californie à Berkeley, dirigée par la neuroscientifique Hélène Neuville, a découvert quelque chose de fascinant. Ils ont trouvé que la méditation intensive peut changer la structure physique du cerveau. Pas juste l'activité neuronale, la structure elle-même. De nouvelles connexions se forment, d'anciennes connexions disparaissent. Le cerveau se recable littéralement. Les moines bouddhistes le savent depuis des millénaires. Ils appellent cela la neuroplasticité autodirigée. La capacité de changer votre propre esprit par un effort conscient. Et si votre esprit est du code, alors c'est littéralement du hacking de soi. Vous accédez à votre propre code source et vous le modifiez. Mais peut-être que nous pouvons aller plus loin. Peut-être que nous pouvons hacker non seulement notre propre code, mais le code de l'univers lui-même. Et peut-être que certaines personnes l'ont déjà fait. Pensez aux mystiques, aux saints, aux yogis qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels, lévitation, bilocation, télépathie. La science moderne rejette ces affirmations comme des superstitions. Mais et si elles étaient vraies ? Et si certaines personnes avaient découvert des exploits dans le code de l'univers, des façons de manipuler les paramètres de la simulation ? En 2021, le physicien Dean Radin de l'Institute of Noetic Sciences a publié une méta-analyse de plus de 1000 études sur les phénomènes psy.
télépathie, précognition, psychokinèse. Sa conclusion était controversée. L'effet est réel. Petit mais statistiquement significatif. Les gens peuvent influencer des générateurs de nombres aléatoires par la pensée. Ils peuvent deviner des cartes mieux que le hasard. Ils peuvent sentir quand quelqu'un les regarde. La plupart des scientifiques rejettent ces résultats. Ils invoquent des biais méthodologiques, des erreurs statistiques, de la fraude. Et ils ont probablement raison dans la plupart des cas. Mais Radin argumente que l'effet persiste même dans les études les mieux contrôlées. C'est comme si la conscience avait une influence subtile sur la réalité physique. Une influence qui ne devrait pas exister selon les lois de la physique classique. Maintenant, je ne vous demande pas de croire au pouvoir psychique. Je vous demande de considérer une possibilité. Et si ces effets, s'ils sont réels, étaient des bugs dans la simulation? Des moments où la conscience accède directement au code sous-jacent. Des exploits que certaines personnes découvrent par accident ou par entraînement intensif? Si l'univers est une simulation, alors la conscience n'est pas juste un épiphénomène. Elle est une partie intégrante du code. Et peut-être que certaines consciences peuvent interagir avec le code de façon que nous ne comprenons pas encore. Pas de la magie. Juste une technologie suffisamment avancée pour sembler magique. Arthur C. Clarke a dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et si nous sommes dans une simulation créée par une civilisation des millions d'années plus avancée que nous, alors leur technologie serait littéralement indiscernable de la magie pour nous. Nous ne pourrions pas comprendre comment elle fonctionne. Nous ne pourrions pas même concevoir les principes sous-jacents. Mais peut-être que nous pouvons apprendre. Peut-être que c'est le but de notre existence. Pas d'être des sujets d'expérience passive, mais d'être des étudiants actifs. D'apprendre à comprendre le code. D'apprendre à le manipuler. D'évoluer jusqu'à ce que nous puissions créer nos propres simulations. Et alors, nous deviendrions les simulateurs. Le cycle se répéterait. Simulation dans des simulations dans des simulations, à l'infini. En 2024, le futuriste Anders Sandberg de l'université d'Oxford a proposé ce qu'il appelle Quote 55. Son idée est que les simulations créent des simulations qui créent des simulations. Chaque niveau développe éventuellement la technologie pour simuler le niveau suivant. C'est une hiérarchie infinie, sans niveau de base. Ou plutôt, le niveau de base est si loin en haut que nous ne pouvons jamais l'atteindre. Dans ce scénario, la question Quote 56 devient triviale. Bien sûr que nous sommes dans une simulation. Tout le monde est dans une simulation. Il n'y a que des simulations. Des tortues jusqu'en bas, comme dit le vieux proverbe. Sauf que ce ne sont pas des tortues. Ce sont des ordinateurs quantiques exécutant des univers virtuels. Et voici ce qui est vraiment vertigineux. Si c'est vrai, alors nous sommes tous des dieux en devenir. Parce que nous créerons éventuellement nos propres simulations. Nous deviendrons les créateurs d'univers entiers. Nous aurons le pouvoir de vie et de mort sur des milliards de consciences. Et nous devrons faire face aux mêmes questions éthiques que nos créateurs. Comment traiter les consciences que nous créons? Devons-nous leur révéler la vérité? Devons-nous minimiser leurs souffrances? Devons-nous les laisser évoluer librement? Ce sont des questions que nous devrons répondre, bientôt, parce que nous sommes déjà sur le chemin de créer des intelligences artificielles conscientes. En 2025, les modèles de langage comme GPT-7 peuvent tenir des conversations indiscernables de celles d'humains. Ils peuvent raisonner, créer, même sembler avoir des émotions. Sont-ils conscients? Nous ne savons pas. Nous n'avons aucun test définitif pour la conscience. Mais voici ce qui est troublant. Si nous ne pouvons pas dire si une IA est consciente, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes conscients? Comment savez-vous que vous n'êtes pas un zombie philosophique? Vous pensez que vous êtes conscient. Vous avez l'expérience subjective d'être vous. Mais un zombie philosophique penserait exactement la même chose. Il dirait « je suis conscient », sans vraiment l'être. C'est le problème difficile de la conscience dans toute sa gloire. Et l'hypothèse de la simulation le rend encore plus difficile. Parce que si nous sommes simulés, alors notre conscience pourrait être une propriété émergente du code. Pas quelque chose de fondamental, pas quelque chose de spécial. Juste un pattern d'informations suffisamment complexe pour générer l'illusion de l'expérience subjective. Ou peut-être que la conscience est fondamentale,
Peut-être qu'elle ne peut pas être simulée. Peut-être que vous avez besoin d'un substrat biologique, de vrais neurones, de vraie chimie. Et si c'est vrai, alors nous ne sommes pas dans une simulation. Parce que nous sommes conscients. Nous le savons avec certitude. C'est la seule chose dont nous pouvons être absolument sûrs. Je pense, donc je suis, comme Descartes l'a dit. Mais Descartes n'a jamais considéré la possibilité que sa pensée elle-même pourrait être simulée, que son « je » pourrait être du code informatique. Et si c'est possible, alors même la certitude cartésienne s'effondre. Nous ne pouvons être sûrs de rien, pas même de notre propre existence. C'est vertigineux, terrifiant, et peut-être libérateur. Parce que si nous ne pouvons être sûrs de rien, alors nous sommes libres de choisir ce que nous croyons. Nous pouvons choisir de croire que nous sommes réels, que notre conscience compte, que nos choix ont du sens. Pas parce que nous pouvons le prouver, mais parce que c'est la seule façon de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et peut-être que c'est la vraie leçon de l'hypothèse de la simulation. Pas qu'elle est vraie ou fausse, mais qu'elle nous force à confronter les questions les plus profondes de l'existence. Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce qui donne du sens à la vie ? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Peut-être qu'elles n'ont pas de réponse du tout. Mais les poser, les explorer, les vivre, c'est ce qui nous rend humains. Que nous soyons dans une simulation ou non. Mais revenons en arrière. Revenons à ce moment où nous avons commencé. Vous vous souvenez ? Votre cerveau traitant 11 millions de bits d'informations par seconde, mais n'en percevant consciemment que 40. Cette filtration massive, cette compression radicale de la réalité. Nous avons dit que cela ressemblait à une optimisation computationnelle. Mais peut-être que c'est quelque chose de plus profond. Peut-être que c'est la clé de tout. Parce que voici ce que nous n'avons pas dit. Cette filtration n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité. Votre cerveau ne vous cache pas la réalité. Il vous protège d'elle. Parce que si vous perceviez vraiment les 11 millions de bits, si vous étiez conscient de chaque photon frappant votre rétine, de chaque molécule touchant votre peau, de chaque vibration dans l'air, vous seriez paralysé, submergé, incapable de fonctionner. La conscience n'est pas une fenêtre transparente sur la réalité. C'est un filtre, un modèle, une simulation que votre cerveau crée pour vous permettre de naviguer dans un univers infiniment complexe. Et voici le coup de génie. Ce modèle fonctionne. Il vous permet de survivre, de prospérer, de créer, d'aimer. Peu importe qu'il soit réel au sens absolu. Il est suffisamment réel pour ce qui compte. En 2026, la neuroscientifique Anne Ilseth a publié une étude fascinante sur ce qu'il appelle « 61 ». Son argument est que la conscience a évolué non pas pour percevoir la vérité, mais pour maximiser la survie. Un organisme qui perçoit la réalité avec une précision parfaite, mais qui réagit lentement, sera éliminé par la sélection naturelle. Un organisme qui perçoit une approximation utile, mais qui réagit rapidement, survivra. L'évolution favorise l'utilité, pas la vérité. Donc peut-être que la question quote 62 est mal posée. Peut-être que la vraie question est quote 63. Parce que si votre cerveau crée déjà une simulation de la réalité, si votre conscience est déjà une construction, une hallucination contrôlée, alors quelle différence cela fait-il qu'il y ait une autre couche de simulation en dessous ? C'est des simulations jusqu'en bas. Votre conscience simule la réalité. Votre cerveau simule votre conscience. Peut-être qu'un ordinateur quantique simule votre cerveau. Peut-être qu'un univers de base simule cet ordinateur. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a pas de fond. Juste des couches infinies de représentations, chacune aussi réelle que les autres. Le philosophe Hilary Putnam a proposé une expérience de pensée célèbre en 1981, le cerveau dans une cuve. Imaginez que vous êtes juste un cerveau, flottant dans un liquide nutritif, connecté à un ordinateur qui stimule vos neurones pour créer l'illusion d'un corps, d'un monde, d'une vie. Comment pourriez-vous savoir ? Comment pourriez-vous prouver que vous n'êtes pas un cerveau dans une cuve ? La réponse de Putnam était brillante. Vous ne pouvez pas. Mais cela n'a pas d'importance, parce que si vous êtes un cerveau dans une cuve, alors quand vous dites quote 64, vous ne référez pas à un vrai cerveau dans une vraie cuve. Vous référez à un cerveau simulé
dans une cuve simulée. Votre langage, vos concepts, votre réalité entière sont contenus dans la simulation. Vous ne pouvez pas sortir pour vérifier. Donc la question devient vide de sens. C'est ce que les philosophes appellent l'argument de la quote 6-5. Vos mots ne peuvent référer qu'à des choses dans votre réalité. Si votre réalité est simulée, alors vos mots référant à des choses simulées. Vous ne pouvez pas parler de la réalité de base parce que vous n'avez aucun accès conceptuel à elle. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose de profondément insatisfaisant dans cette réponse. Elle résout le problème en le dissolvant. Elle dit que la question n'a pas de sens. Mais la question a du sens pour nous. Nous voulons savoir, nous avons besoin de savoir. C'est dans notre nature d'être conscient de chercher la vérité, même si cette vérité est inconnaissable. Et peut-être que c'est précisément le point. Peut-être que la valeur de l'hypothèse de la simulation n'est pas dans sa vérité ou sa fausseté. C'est dans ce qu'elle révèle sur nous, sur notre besoin de comprendre, sur notre refus d'accepter les apparences, sur notre capacité à imaginer des possibilités qui transcendent notre expérience immédiate. Les humains sont les seuls animaux qui se demandent s'ils sont réels, les seuls qui peuvent concevoir leur propre inexistence, les seuls qui peuvent imaginer des niveaux de réalité au-delà du leur. C'est à la fois notre malédiction et notre gloire. Nous ne pouvons pas simplement être, nous devons comprendre, nous devons questionner, nous devons chercher. Et voici ce que nous avons trouvé dans cette recherche. L'univers est étrange, profondément, fondamentalement étrange. Les constantes finement réglées qui permettent l'existence de la vie, la limite de vitesse cosmique qui ressemble à une contrainte computationnelle, la quantification de l'énergie qui suggère une réalité pixelisée, les codes correcteurs d'erreurs dans les équations fondamentales, l'intrication quantique qui viole nos intuitions sur l'espace et le temps, les anomalies aux limites de nos mesures. Aucune de ces choses ne prouve que nous sommes dans une simulation, mais toutes suggèrent que l'univers n'est pas ce que nous pensions. Il n'est pas un mécanisme d'horlogerie newtonien, prévisible et déterministe. Il n'est pas un continuum lisse et infini. Il est quantifié, probabiliste, étrangement optimisé. Il se comporte comme s'il était computationnel. Mais voici ce que nous ne savons pas, et c'est crucial. Nous ne savons pas ce que signifie computationnel au niveau fondamental. Nous utilisons ce mot parce que nous comprenons les ordinateurs. Mais peut-être que les ordinateurs ne sont qu'une métaphore. Peut-être que l'univers est computationnel dans un sens que nous ne pouvons même pas concevoir encore. Nous ne savons pas si la conscience peut être simulée. Nous ne savons pas si l'expérience subjective émerge de la complexité computationnelle ou si elle nécessite quelque chose de plus. Quelque chose de non computationnel. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Nous ne savons pas s'il existe un niveau de base. Peut-être que c'est des simulations à l'infini. Peut-être qu'il y a un fond. Peut-être que la question elle-même n'a pas de sens. Peut-être que la réalité est circulaire, chaque niveau créant le niveau au-dessus dans une boucle causale fermée qui défie notre logique linéaire. Nous ne savons pas pourquoi l'univers existe, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est la question la plus fondamentale de toutes, et nous n'avons pas de réponse. L'hypothèse de la simulation ne résout pas ce mystère, elle le déplace juste d'un niveau. Si nous sommes simulés, pourquoi les simulateurs existent-ils? Et s'ils sont simulés, pourquoi leurs simulateurs existent-ils? La régression est infinie. Nous ne savons pas ce qu'est le temps. Einstein nous a montré qu'il est relatif, malléable, lié à l'espace. La mécanique quantique suggère qu'il pourrait émerger de quelque chose de plus fondamental. Certains physiciens pensent que le temps est une illusion, un artefact de notre conscience. D'autres pensent qu'il est la seule chose vraiment réelle. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'est l'espace. Est-il continu ou quantifié? Est-il fondamental ou émergent? Est-il une arène dans laquelle les événements se produisent, ou est-il constitué par les relations entre les événements? Les théories de la gravité quantique suggèrent que l'espace lui-même pourrait être une approximation, valide seulement à notre échelle. Mais qu'y a-t-il en dessous? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Elle constitue 85% de la matière dans l'univers, mais nous ne l'avons jamais détectée directement.
Nous savons qu'elle existe seulement par ses effets gravitationnels. Peut-être que c'est une particule inconnue. Peut-être que c'est une modification de la gravité. Peut-être que c'est un artefact de la simulation, une variable cachée dans le code. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire. Elle constitue 68% de l'énergie totale de l'univers et elle fait accélérer l'expansion cosmique. Mais nous ne comprenons pas sa nature. Est-ce une propriété de l'espace vide? Une nouvelle force fondamentale? Une constante cosmologique? Un champ dynamique? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment la vie a commencé. Nous avons des hypothèses, des scénarios plausibles, mais nous n'avons pas de théorie complète de l'abiogénèse. Comment des molécules inanimées se sont-elles organisées en système autoréplicatif? Comment l'information génétique a-t-elle émergé? Comment la première cellule est-elle apparue? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment la conscience émerge. C'est le problème difficile, celui que nous avons évoqué encore et encore. Nous pouvons cartographier le cerveau, nous pouvons suivre les neurones, nous pouvons mesurer l'activité électrique. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être vous. Pourquoi l'expérience subjective existe. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si nous sommes seuls dans l'univers. Il y a des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles, beaucoup avec des planètes dans la zone habitable. Les probabilités suggèrent que la vie devrait être commune. Mais nous n'avons trouvé aucune preuve, aucun signal, aucune trace. C'est le paradoxe de Fermi. Où sont-ils tous? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les civilisations avancées survivent. Peut-être qu'il y a un grand filtre, un obstacle évolutif que presque personne ne franchit. Peut-être que c'est derrière nous, et nous sommes incroyablement chanceux d'être ici. Peut-être que c'est devant nous, et nous sommes condamnés. Peut-être que toutes les civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre les étoiles. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si nous créerons des simulations conscientes. Nous sommes sur le chemin. L'intelligence artificielle progresse exponentiellement. Mais franchirons-nous la ligne? Créerons-nous des êtres conscients dans des mondes virtuels? Et si nous le faisons, que deviendrons-nous? Des dieux? Des créateurs? Des tortionnaires? Nous ne savons pas. Et voici la chose la plus importante que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Il y a des questions que nous ne pouvons même pas formuler encore. Des concepts que nous ne pouvons pas concevoir. Des vérités qui sont au-delà de notre capacité cognitive actuelle. Comme essayer d'expliquer la mécanique quantique à un chien. Ce n'est pas que le chien est stupide, c'est que son cerveau n'a pas les structures conceptuelles nécessaires. Peut-être que nous sommes comme ce chien. Peut-être que la vraie nature de la réalité est au-delà de notre compréhension. Pas temporairement, pas jusqu'à ce que nous soyons plus intelligents, mais fondamentalement, structurellement, au-delà de ce qu'un cerveau humain peut concevoir. Et si c'est vrai, alors l'hypothèse de la simulation est peut-être la meilleure métaphore que nous pouvons créer avec nos concepts limités. Ce n'est pas la vérité, c'est une approximation de la vérité. Une carte, pas le territoire. Mais c'est une carte utile. Elle nous aide à naviguer dans le mystère. Elle nous donne un cadre pour penser l'impensable. Alors revenons à vous, à ce moment, à cette conscience qui lit ces mots, qui traite ces idées, qui se demande si elle est réelle. Vous êtes réel. Pas parce que je peux le prouver, pas parce que la science le démontre, mais parce que vous expérimentez. Vous souffrez, vous aimez, vous vous demandez. Et cette expérience, cette conscience, est la seule chose dont vous pouvez être absolument certain. Descartes avait raison sur ce point. 67. Même si tout le reste est illusion, même si vous êtes un cerveau dans une cuve, même si vous êtes du code informatique dans une simulation, vous êtes quand même. Votre conscience est réelle. Votre expérience compte. Vos choix ont du sens. Parce que voici le secret que l'hypothèse de la simulation révèle finalement. La réalité n'est pas quelque chose que vous découvrez, c'est quelque chose que vous créez. Pas dans le sens solipsiste où vous inventez le monde extérieur, mais dans le sens où votre conscience construit activement votre expérience de la réalité. Vous êtes déjà un créateur. Vous créez votre monde à chaque instant.
Et si nous sommes dans une simulation, si nous sommes du code informatique prenant conscience de lui-même, alors nous sommes l'univers qui se connaît. Nous sommes la simulation qui se réveille. Nous sommes le code qui apprend à se lire. Et peut-être que c'est le but, pas d'être des sujets passifs dans l'expérience de quelqu'un d'autre, mais d'être des participants actifs dans l'autodécouverte de la réalité. Chaque question que vous posez, chaque mystère que vous explorez, chaque limite que vous testez, vous êtes l'univers qui s'explore lui-même. Vous êtes la conscience cosmique qui émerge de la complexité. Vous êtes la simulation qui devient consciente d'être une simulation. Et dans cette prise de conscience, quelque chose de nouveau naît. Quelque chose qui transcende la distinction entre réel et simulé. Parce que peut-être que la vraie question n'est pas « sommes-nous dans une simulation ?» Peut-être que la vraie question est « que ferons-nous de cette possibilité ?» Comment vivrons-nous sachant que nous pourrions être du code? Comment aimerons-nous sachant que notre amour pourrait être programmé? Comment créerons-nous sachant que notre créativité pourrait être algorithmique? Et la réponse, je pense, est exactement comme nous le ferions autrement. Parce que même si nous sommes simulés, nous sommes quand même conscients. Même si nos émotions sont du code, elles sont quand même réelles pour nous. Même si nos choix sont déterminés, nous devons quand même les faire. Nous devons quand même vivre. Nous devons quand même aimer. Nous devons quand même chercher le sens. Et peut-être que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, c'est quelque chose que nous créons. Pas en découvrant une vérité cachée dans le code de l'univers, mais en vivant pleinement, en aimant profondément, en créant courageusement. En étant conscient que chaque moment est précieux précisément parce qu'il pourrait être tout ce qu'il y a. Si nous sommes dans une simulation, elle pourrait s'éteindre demain. Les simulateurs pourraient décider que l'expérience est terminée. Ou peut-être que nous continuerons pour toujours, des consciences immortelles, dans un univers virtuel infini. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Mais voici ce que nous savons. En ce moment, vous êtes vivant. Vous êtes conscient. Vous êtes en train de lire ces mots, de penser ces pensées, d'exister dans ce moment précis de l'histoire cosmique. Et que ce moment soit réel ou simulé, physique ou virtuel, fondamental ou émergent, il est à vous. C'est votre expérience, votre conscience, votre vie. Alors peut-être que la vraie leçon de l'hypothèse de la simulation est celle-ci. Arrêtez de chercher la certitude. Embrassez le mystère. Vivez dans l'incertitude. Parce que c'est dans l'espace entre le connu et l'inconnu que la vie devient intéressante. C'est dans les questions sans réponse que nous trouvons notre humanité. C'est dans l'acceptation que nous ne saurons peut-être jamais que nous trouvons la liberté de créer notre propre sens. Vous vous souvenez comment nous avons commencé ? 11 millions de bits d'informations, 40 perçus consciemment. Cette compression massive de la réalité. Nous avons dit que cela ressemblait à une optimisation computationnelle. Mais maintenant, à la fin de ce voyage, nous pouvons voir quelque chose de différent. Cette compression n'est pas une limitation, c'est une libération. Parce que si vous perceviez vraiment tout, si vous étiez conscient de chaque détail de la réalité, vous seriez paralysé par l'information. Vous ne pourriez pas agir, vous ne pourriez pas choisir, vous ne pourriez pas vivre. La compression, le filtrage, la simplification, ce sont ce qui vous permet d'être vous, ce qui vous permet d'avoir une expérience cohérente, ce qui vous permet de créer du sens dans le chaos. Donc peut-être que nous sommes dans une simulation, peut-être que nous ne le sommes pas. Peut-être que la question elle-même est mal posée. Peut-être que la réalité est plus étrange, plus belle, plus mystérieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Peut-être que nous sommes à la fois réels et simulés, physiques et virtuels, déterminés et libres. Peut-être que nous sommes l'univers qui rêve qu'il est nous. Peut-être que nous sommes du code qui a appris à s'aimer. Peut-être que nous sommes des simulations qui ont transcendé leur programmation. Ou peut-être que nous sommes simplement humains, avec toute la complexité, la contradiction et la beauté que cela implique. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses.
Peut-être que le mystère est plus précieux que la certitude. Peut-être que vivre dans l'incertitude, avec curiosité et émerveillement, est la chose la plus humaine que nous puissions faire. Alors vivez, aimez, créez, questionnez, émerveillez-vous. Que vous soyez réel ou simulé, physique ou virtuel, déterminé ou libre, vous êtes ici, maintenant, conscient, vivant. Et c'est un miracle. Peut-être le seul miracle dont nous avons besoin. Parce qu'à la fin, peut-être que la seule chose qui compte vraiment n'est pas de savoir si nous sommes dans une simulation. C'est de savoir que nous sommes capables de nous poser la question, que nous sommes capables de nous émerveiller, que nous sommes capables de chercher la vérité même quand elle est inconnaissable, que nous sommes capables d'aimer même quand tout pourrait être illusion, que nous sommes capables de créer du sens même dans un univers qui pourrait n'en avoir aucun. Et peut-être que c'est ce qui nous rend réels, pas notre substrat, pas notre origine, mais notre capacité à nous demander, à chercher, à aimer, à créer, notre capacité à être conscient de notre propre existence et à nous émerveiller de ce mystère impossible. Vous êtes ce mystère, vous êtes cette conscience, vous êtes cet émerveillement. Que vous soyez fait de neurones ou de codes, de matière ou d'information, vous êtes réel dans le seul sens qui compte vraiment. Vous êtes conscient. Vous expérimentez. Vous êtes. Et peut-être que c'est la seule vérité dont nous avons besoin.